Merci. Nous continuons à passer sur l'étude, non de l'élection américaine, car Alexandre vous l'a dit, vous n'aurez pas, et ça c'est le mécanisme de l'élection américaine qui le dit, de résultat définitif avant plusieurs jours. Vous aurez peut-être comment dire, une utilisation des grandes tendances pour, disons, comment dire, aller au-devant de l'histoire dans des actes définitifs. J'espère que ces actes ne mettront pas à mal et le système institutionnel et la paix civile américaine, mais nous allons continuer à explorer l'Amérique et nous allons le faire avec notre ami Philippe Murer. Bon, Philippe Murer est un grand ami du cercle Aristote, beaucoup d'entre vous le connaissent, économiste, qui a signé aux éditions Jean-Cyril Godefroy un ouvrage sur la transition écologique, hein, comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, qui a fait de multiples interventions pour le cercle Aristote sur cette chaîne auquel je ne peux que vous renvoyer. Je vous fais un petit point. Il y a en description le Discord public du cercle Aristote qui ouvre pour cette soirée. Commencez à vous y inscrire. De multiples activités vont venir meubler ce Discord pour en faire un lieu de communauté. Le lien est en description et je vous le rappellerai également à la fin avec d'autres annonces. Cher Philippe, nous allons... merci de nous accorder ton temps. Tu seras notre avant-dernier invité avant notre ami l'universitaire David Tuscher. Est-ce que tu m'entends, Pierre-Yves? Ah, moi je t'entends très bien. Parfait. M'entends-tu? Oui, A je priori, il y a t'entends bien eu, aussi, donc c'est parfait. a priori, il y a eu il y a eu suffisamment de friture sur cette ligne, m'a-t-on dit. En tout cas, enfin, tu me diras, c'était de la petite friture. Hein. On n'a pas perdu 10 000 mails comme Hillary Clinton. Mais bon, pour rester dans le thème. Alors, on a entendu des tas de choses sur Donald Trump et l'économie. On a dit que Donald Trump arrivait tel le vent mauvais et accompagné des sauterelles de la mort du fils aîné et du fleuve Houston devenant rouge sang. Il y a 4 ans, exactement. Économique, oui, oui, tout à fait. Tout comme le Brexit a mis le feu à la Tamise, etc., etc. Je me permets juste de faire voir ton ouvrage et je rappelle que non seulement tu es spécialiste des questions d'environnement, mais tu es aussi un économiste de choc. Tu avais fait une note cardinale sur la sortie de l'euro avec Jacques Sapir, avec Saint Jacques Sapir. Donc, quand même, tu as tous les galons sur ta veste. Et tu as une note, entre guillemets, d'économie politique. Et tu as un blog sur lequel tu produis des articles, entre autres sur le Covid en ce moment. Je voudrais savoir comment tu analyses ce qu'a fait Donald Trump économiquement. Est-ce que les États-Unis ont vraiment régressé économiquement, comme je l'ai lu dans une partie de la presse française? Et est-ce que les Trump Economics existent? En fait, regardons dans ce cas-là, soyons objectifs, regardons le bilan de Barack Obama sur les 4 dernières années, le bilan de Trump. Pour être complètement objectif, on arrête en décembre 2019. Je ferai un petit plan sur le Covid aussi après. Donc, avant que la crise du Covid frappe, en fait, la croissance pour Donald Trump pour les 3 ans avait été meilleure que lors des 4 dernières années de Barack Obama. 2,7% par an contre 2,5% par an. Au niveau du chômage, pareil, il a fait un peu mieux. Il a créé 2,2 millions de jobs par an contre 2 millions pour Barack Obama. Et là, ça rejoint ce que vous disiez, puisque j'ai écouté l'intervention d'Alexandre. En plus, il a fait beaucoup baisser le chômage des minorités hispaniques et noires. Et c'est pour ça aussi, pas seulement, mais c'est aussi pour ça que les Noirs l'apprécient plus. A priori, la moitié, c'est pas une vérification statistique, c'est un article de presse officiel. J'ai pas pu trouver la statistique précise, mais qui dit que la moitié des jobs ont été créés pour les minorités.
Donc du coup, le taux de chômage des Noirs a beaucoup baissé. Pareil pour le taux de chômage des Hispaniques, il est au plus bas. Et en fait, alors qu'Obama avait fait pas grand-chose en fait pour les Noirs, justement, et que le chômage relatif avait plutôt augmenté et que la pauvreté noire avait augmenté. Donc on voit que Trump a un bon bilan là-dessus, ce qui explique que le vote des Noirs aussi sera meilleur encore que pour le premier mandat. Au niveau de la pauvreté, effectivement, on a la vision qu'il a fait augmenter les inégalités, ce qui n'est pas faux. Par contre, il a fait baisser de façon assez importante le nombre de pauvres aux États-Unis. En fait, ce qui compte et le vrai succès de Trump, donc son bilan est déjà meilleur que celui d'Obama, mais le vrai succès de Trump, c'est le fait qu'il ait fait très fortement augmenter la production industrielle. Elle augmente sous Trump 2-3 fois plus rapidement que sous Obama. Presque 2% contre 0,7% de l'autre côté. Et donc, c'est fondamental, parce que c'était son pari, retrouver des emplois qualifiés, des emplois industriels et des emplois bien payés. Et en fait, j'ai trouvé récemment un article de quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelait Didier Sicard, que j'ai vérifié, qui montre que le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, le revenu par habitant, grosso modo, est complètement corrélé avec la production industrielle. C'est pour ça que la Suisse est le pays le plus riche du monde, le grand pays le plus riche du monde, et que l'Inde est un pays très pauvre. L'un a beaucoup de production industrielle, l'autre moins. C'est pour ça que la France est un peu moins riche que l'Allemagne depuis qu'on désindustrialise. Et donc, il pose les bases pour l'avenir de la croissance américaine. Ça, c'est vraiment important et c'est une vraie réussite. Donc, le bilan, il n'est pas exceptionnel, mais il est quand même tout à fait bon et bien meilleur que ce que nous avaient dit les journalistes qui nous avaient parié qu'il y aurait effectivement un banc de sauterelles qui allait débarquer tout rasé. Il a fait mieux qu'Obama, leur chouchou. Et même dans la gestion du Covid, on n'en parle pas beaucoup. Tu m'as obligé à aller travailler les chiffres que je n'avais pas regardés depuis 3 mois sur l'économie américaine. Merci Pierre-Yves, hein, tu nous fais bosser. Donc j'ai regardé les chiffres de l'économie américaine, je les ai comparés, je les ai mis en perspective. En fait, le PIB américain des 3 derniers mois, en fait, est à 2% du plus haut du PIB américain. Donc en fait, la récession, elle est déjà pratiquement compensée. Et la baisse de croissance, la croissance 2020, d'après mes calculs, devrait être autour de 2%, de moins 2% aux États-Unis de récession. En France, on a 10%, et il paraît que Macron gère bien. On aura 10% en Italie, 10% en Oui, il paraît, Espagne, oui. et 5% de baisse en Allemagne. Donc Trump fait un bilan excellent là-dessus sur la crise économique qui est liée au Covid. Et on regarde, l'industrie est en pleine forme, vraiment pleine forme, les services sont en forme, l'immobilier est au plus haut et se porte bien, les ventes de détail sont déjà plus hauts qu'avant le début de la crise du Covid. La seule chose qui manque, parce qu'on est objectif dans cette émission, c'est il y a Oui, eu totalement. 60% des emplois, il y a eu 11 millions de têtes d'emplois qui ont été détruits, il y en a 60% qui ont été récupérés, il en manque encore 40%, mais la crise n'est pas finie et c'est bien meilleur que ce qui s'est passé en Europe. Oui, Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, j'aimerais t'interroger, il y a une question d'auditeur sur un truc écologique, on le prendra tout à la fin, mais j'aimerais t'interroger sur deux hypothèses que j'ai lues chez des intellectuels, d'ailleurs des intellectuels du monde financier, d'accord. qui sont pro-Trump, qui sont pro-Trump. Très clair, très honnête. La première hypothèse, c'est alors, enfin, en tout cas, la première hypothèse vient de ces groupes intellectuels, la seconde, mais personnelle. Je voudrais que tu les évalues. La première, c'est un conseiller financier de très haut niveau, vu que c'est quelqu'un qui fait l'un des, tu sais, des journaux techniques de prévision du monde financier américain, qui dit, moi, je souhaite la victoire de Donald Trump, mais... Alors, c'est quelqu'un, tu sais, qui fonde son analyse sur l'étude des cycles longs, et qui dit, voilà, nous allons avoir avec la crise du Covid un rebond avant une chute terminale, si on en croit une théorie de cycle long. Hein. Et donc celui qui va être élu là va être tenu responsable de la crise qui nous pend au nez. Et donc il dit, bon, j'aime beaucoup Trump, mais je l'envoie au charbon, entre guillemets. Et si il est tenu responsable, les démocrates ont 20 ans de pouvoir devant eux, ceux qui étaient arrivés en partie après la crise des années 20, enfin de la fin des années 20. Comment juges-tu, parce que
tu as été un opérateur de marché, et c'est un monde Oui. que tu connais très bien. Comment juges-tu cette hypothèse? Alors, moi, je ne vois pas tout à fait les choses comme ça. Les données du problème, elles sont que l'économie a tenu parce qu'il n'y a pas eu une crise financière qui a amplifié le choc économique de départ. Sinon, l'économie ne tenait pas. Comment ça s'est passé? Pourquoi? C'est que les banques centrales ont balancé des milliers de milliards d'euros, pas dans l'économie réelle, mais dans les marchés financiers. Ils auraient pu le balancer dans l'économie réelle pour que ça tienne, hein, aussi. Mais ils ont Oui, préféré tout le à fait. Ouais. balancer sur les marchés financiers avec la préférence pour la finance. Ce qui est assez dégueulasse, Ouais, one again. ça fait augmenter le patrimoine des plus riches, ça fait augmenter l'immobilier, ça fait augmenter la bourse. Et c'est comme ça que les milliardaires français ont vu leur fortune multipliée par 5 entre 2010 et 2020. Donc, mais je pense que ça va continuer. Les banques centrales n'ont pas le choix. Donc, elles vont continuer dans cette fuite en Pas le avant. choix. Je suis d'accord. Donc, pour moi, on va avoir une crise économique, mais un peu atténuée, et pour une certaine partie de la population, par exemple en France, les petits commerçants, les petits artisans indépendants, avec les confinements, et en même temps, une économie, des marchés financiers qui vont monter au ciel. Là, il faut quand même voir ce que vous veniez de dire tout à l'heure, c'est que en fait, il pouvait y avoir du chaos après l'élection. On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut quand même savoir que les marchés financiers sont presque au plus haut historique. Ils sont au-dessus de mars, si je ne me trompe pas, de mars de cette année. Ils sont pratiquement au plus haut historique. Et le Nasdaq est 30% au-dessus des plus hauts de mars avant le Covid. Ils sont dans les starting blocks. Si les résultats sont bons, ils vont pulser à la hausse très très fort. On va avoir une bulle boursière qui sera la plus grande bulle qu'on a jamais vue, très clairement. Moi, je vois bien un doublement du Nasdaq. C'est de la prévision, hein, ça vaut ce que ça vaut. Un doublement du Nasdaq, donc le Nasdaq est déjà aussi cher et le marché américain que dans la crise de 29, ça ira encore plus haut. Après, il y a un moment donné où ça s'effondrera. Il y aura une crise sociale en même temps, pardon, d'abord. Il y aura une crise sociale en même temps, puisque renforcement des inégalités, une croissance que pour les plus puissants, pour les métiers autour de la finance, etc., de l'immobilier. Et après, il y aura effectivement un jour un effondrement. Quand y aura-t-il cet effondrement? J'en ai aucune idée, franchement. Pas sûr que ce soit dans les 2 années à venir, pas sûr que ce soit dans les 4 ans, mais il y aura effondrement. Et plutôt qu'un effondrement financier, ça serait une perte totale de confiance dans la monnaie qui adviendrait s'il n'y a pas de changement du système de création, de croissance, de richesse qu'on a, qui se fait à partir de la finance, alors qu'il doit se faire à partir de l'économie réelle et de grands plans de relance écologique et de transformation. Voilà ce que j'en pense là-dessus, sur le sujet. Donc je ne crois pas, mais c'est impossible de dire si ça aura lieu dans 2 ans, 4 ans ou 8 ans. Impossible. Tout à Mm. fait. Mais si Je... je peux revenir sur quelque chose, il faut quand même voir Vas-y, vas-y. ce qu'on a échappé avec Trump. Parce que, en fait, si Trump n'était pas passé, en fait, on aurait eu la poursuite du programme transatlantique, du traité transatlantique de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, très créateur d'inégalités, de puissance pour les multinationales, mais contre les peuples. On aurait eu le programme aussi de libre-échange transpacifique avec toute l'Asie, donc créateur de désindustrialisation des États-Unis, alors que Trump a réussi à les réindustrialiser. On n'aurait pas eu de renégociation de la... Donc on voit qu'on aurait eu un monde très différent. Et l'Europe serait aussi plus libre-échangiste, puisque le TAFTA a été abandonné à cause de Trump, mais il a freiné tout cela. Et Trump a quand même aussi renégocié l'ALENA avec le Mexique, avec le Canada, pour avoir plus d'emplois industriels. D'ailleurs, dedans, ça a étonné des économistes, puisqu'il a mis dedans que les voitures devaient être produites avec des salaires élevés au Mexique, ce qui montre que le libre-échange peut profiter aussi, les accords commerciaux peuvent profiter aux pays pauvres. Des salaires de 16 dollars quand le salaire mexicain doit être autour de 2, 3, 4 dollars. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique pour le peuple mexicain. Voilà, donc on a quand même échappé à tout ça, à un libre-échange débridé. Et puis, il y a aussi quand même le succès de Trump avec la Chine, il faut quand même le dire, puisqu'il a Je vais renégocié. t'interroger là-dessus. Voilà, il a eu un succès, en fait. On n'en parle pas parce que les médias parlent de rien, on ne peut pas être informé par les médias français. C'est qu'en fait, Bon, on est en France, hein. il a essayé de négocier pendant des années avec la Chine, pendant 2 ans au moins. Il n'arrivait à rien. Il a augmenté les droits de douane sur certains produits chinois de 25, de 12%. Et il est arrivé, il a fait baisser les exportations chinoises vers les États-Unis de 20%, ce qui n'est pas rien. Et donc, il a rétabli pas mal le déficit commercial avec la Chine, qui est passé de 400 milliards à 300 milliards. Il faut quand même voir que quel que soit ce qu'on pense de la Chine, il y a quand même un sujet. C'est que la Chine exporte 5 aux États-Unis, quand les États-Unis en exportaient 1. Maintenant, on est revenu de 1 à 4. Donc, Trump, tout ce qu'il veut, c'est un équilibre commercial avec la Chine. Je pense que malheureusement, on est dans une logique de choc et c'est une logique
d'hégémonie des deux côtés. Chacun essaye d'avoir l'hégémonie. Et donc, on arrivera forcément, à mon avis, je ne pense pas qu'on arrivera à un accord. Je ne suis pas très optimiste là-dessus. Alors, on continue sur ce qu'on a appelé la guerre commerciale avec la Chine. Alors, je rappelle que les États-Unis ont hérité de la Grande-Bretagne la notion de puissance réticulaire par le libre-échange. C'est-à-dire, au lieu de s'emmerder à conquérir un pays en bottant ce qu'on peut botter de sa population et en devant ensuite les administrer, eh bien, on le conquiert par le libre-échange. C'est par exemple toute l'histoire des relations américano-canadiennes. Je rappelle l'ouvrage Dans les griffes de l'aigle. Il n'est plus édité, donc vous le trouverez sur le marché de l'occasion. Donc, le Trump, et là je vais te poser une autre, Philippe, une autre hypothèse économique, puisque en réalité, Trump essaye de relancer la machine industrielle américaine avec un certain succès. Tu en as donné les chiffres. Il essaye de revenir à un échange régulé, ce qui est un peu alors je sais, nous Binaire, tu veux dire? on est en cinquième Reich, donc enfin on est en quatrième Reich, donc dès que l'Union européenne a quelque chose de travers, a fait un traité de libre échange, pourquoi pas, hein. On ne change pas une équipe qui perd, mais Donald Trump veut justement entre guillemets, démondialiser et réinterniser ces circuits économiques. Par contre, c'est là où j'aimerais ton avis sur une hypothèse. Moi, ce que je crains, c'est que parce qu'on a mis une affaire Fillon toutes les 2 heures à ce type-là pendant 4 ans, qu'on l'aime ou pas, c'est un état de fait. On lui a fait 2 impeachments qui ont lamentablement échoué. On fait écrire des membres de sa famille contre lui. Là, je lisais dans le kiosque à journaux, là, à Strasbourg, là, en face, boulevard d'Anvers, un encadré d'un magazine cognitif avec une photo de Donald Trump qui disait « Sommes-nous tous en train de devenir des crétins ?» Je rappelle que c'est un chef d'État en exercice. C'est extrêmement grave de faire ça. Oui, et puis moi, je ne suis pas fan de Trump, mais je le trouve franchement brillant. Ce type est brillant. Il ne s'agit pas de l'être. Mais si tu veux, il a eu le courage de négocier avec les Chinois et de gagner une partie de la bataille, ce qu'aucun autre président américain n'a osé. Ils ont tous osé. Oui, n'a osé ça. Alors, si tu veux, et c'est là où je voudrais, c'est comme ces programmes économiques, particulièrement de réindustrialisation, même s'ils ont été effectifs, ont pris du retard, parce que malheureusement, quand tu dois gérer une guerre institutionnelle, alors que je rappelle que la démocratie se définit par le fait d'accepter sa défaite. On a fait des démocraties pour éviter d'avoir des guerres intestines dans la désignation des chefs. Donc la démocratie, c'est le fait d'accepter aussi sa défaite. Parce que tu vois, dans la crise systémique du système économique qui nous occupe, je te le dis, je crains que, comme en 29, revu et corrigé grâce à Maurice Allais, notre grand homme décédé, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le protectionnisme qui a amplifié la crise des années 20, bien au contraire, c'est que le protectionnisme n'est pas arrivé assez vite et n'a pas tapé assez fort. Est-ce que tu ne crois pas que le retour au protectionnisme qui a lieu dans certaines nations, à l'image des États-Unis, ne va pas, tout simplement, n'est-il pas assez rapide pour empêcher la cordée économique de se casser la gueule à la fin? C'est possible. Alors, on ne refera pas les crises de 29, c'est-à-dire que s'il y a besoin d'un plan de relance, tout à fait. On créera de la monnaie pour faire un plan de relance dans l'économie réelle plutôt que financier, ça sera beaucoup mieux, et on arrivera à éviter des crises comme des crises de 29. Ça, je pense. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que le monde part dans tous les sens. L'Europe continue à faire du libre-échange et continue à être le trou noir de la croissance mondiale. La France, c'est quasiment, et doucement mais sûrement, voie de tiers-mondisation. C'est lent et on ne le voit pas venir. Mais moi, j'ai une amie suisse, quand elle vient en France, elle me dit, je vois que la France devient un pays de plus en plus pauvre, quoi. Pour revenir là-dessus, tu vois, moi, ce qui m'a, tu vois, le dollar
comme monnaie monde et comme monnaie impériale, a, vis-à-vis des États-Unis, deux servitudes énormes. La première, les déficits jumeaux, ce qu'on appelait les déficits jumeaux sous Clinton, donc le déficit structurel parce que le monde entier a besoin du dollar, et de l'autre, le fait de maintenir un complexe militaro-industriel pléthorique, parce que quand un Pelé refuse le dollar, eh bien, il faut pouvoir, disons, lui faire sauter les dents. C'est toute l'affaire du dinar or que Monsieur Kadhafi a peut-être eu, que le guide Kadhafi a peut-être eu l'erreur de dire un peu trop Et je fort. me permets, ça va dans l'autre Et sens. Si on veut te faire péter les dents, on te refuse le dollar. oui, C'est un petit et peu ce donc, que c'est les menaces vers la entièrement, Russie. entièrement, c'est le risque de déconnexion du système économique mondial. Est-ce que Donald Trump n'est pas, depuis Nixon, je reviendrai sur Nixon à la fin, hein, le premier président américain à comprendre que, contrairement à ce qu'on disait dans le temps, le dollar n'est pas uniquement leur monnaie et notre problème, mais que le dollar est aussi leur problème maintenant. Je peux pas te dire en fait ce qu'il pense dessus parce que j'ai jamais rien lu de Trump là-dessus. Par contre, il comprend que l'industrie est fondamentale. Je suis pas sûr qu'il ait envie de perdre l'avantage de l'hégémonie du dollar, hein, qui est quand même un atout fort J'ai, pour la tout à puissance fait, américaine, en j'ai pas dit de la apparence. perdre, du lait. Hmm. Ouais, de la moduler. Mais c'est compliqué de la moduler parce que les Chinois, eux, veulent prendre le pouvoir avec le yuan à Mm. terme. Mais ils l'ont annoncé hein, dès 2010 qu'ils voulaient avoir une monnaie très puissante. Donc je ne peux pas répondre à ta question. Ok, Je ne suis pas sûr qu'il ait compris ce sujet. Je ne sais même pas s'il a compris le sujet du risque financier, de comment marche le système économique et financier, des liens entre tout. Par contre, avec son bon sens, il comprend qu'il faut une monnaie pas trop forte, d'avoir une industrie qui fonctionne, pour avoir des emplois bien payés, pour avoir une économie qui tourne et qui soit prospère. Mais le reste, je ne peux pas te répondre. juste, je te fais ta dernière question en tant que spécialiste de la transition écologique. On a Mhm. beaucoup parlé de Trump et du gaz de schiste. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si tu veux, pour toi, parce que ça a fait des tas de sous-sujets. Ça a Mhm. permis d'abord une indépendance américaine, puis une guerre sur les marchés du pétrole, parce que les pays qui faisaient du pétrole conventionnel, je pense à l'Arabie Saoudite, ont voulu faire baisser le rendement du pétrole de schiste américain. Mhm. Et on a beaucoup dit que Trump avait donné au lobby du gaz et pétrole de schiste tellement que c'était l'un de ses principaux lobbies de campagne. Est-ce que tu as des choses, des éléments là-dessus ou des choses à ajouter? Moi, ce que j'ai surtout à ajouter, c'est qu'en fait, ça a été financé à perte par Wall Street et par la bulle financière américaine depuis des années. Quoi. Ils n'ont Mm. pratiquement pas gagné d'argent, les pétroliers, ceux qui font du pétrole de schiste. Par contre, ils ont été financés, et là, il y en a qui commencent à faire faillite, ils ont été financés à foison, en fait, par Wall Street et par l'argent facile. Et ça, c'est pas Trump qui décide ça, c'est la Fed qui décide Ouais, ça, la ouais, c'est Banque la Fed centrale qui décide ça. américaine. C'est elle qui a permis qu'il y ait cette explosion du gaz de schiste et du pétrole de schiste, alors que fondamentalement, c'est pas très rentable tout ça. Hmm. Ouais, Mais ça a eu un effet indirect, hein, c'est que des prix du gaz pas cher, ça a fait que finalement, sous les années, mais ça avait déjà commencé avant, hein, mais que les Américains commencent à baisser leur consommation de CO2 parce qu'ils sont passés des centrales à charbon à des centrales au gaz. Et donc, ils ont divisé par deux sur chaque centrale qui passe comme ça leur consommation de CO2, ce qui commence à se voir dans les émissions de CO2 américaines qui ont baissé, contrairement à ce qu'on croit, de 10% en une dizaine d'années. Donc Trump, fondamentalement, n'est pas un écologiste. Il est moins anti-écolo qu'avant, c'est clair, mais c'est pas un écologiste. Mais fondamentalement, les États-Unis font quand même un peu le job sur le sujet écologiste, clairement, malgré Trump. Mais c'est l'avantage des États-Unis par rapport à la France, ou l'inconvénient. La France a besoin d'un plan d'ensemble. L'Amérique a des industriels tellement puissants, des gens qui sont capables de mettre tellement d'argent, ouais, tout à fait. qu'ils arrivent à faire un plan sans avoir un vrai plan d'État, alors que nos industriels ne sont pas capables de le Ouais, faire. ils sont pas Mais capables. c'est plus Oui, totalement. c'est psychologiquement parlant. Oui, totalement. C'est pas une question de moyens. Oui, Donc la voilà. bourgeoisie américaine est toujours industrieuse alors que la nôtre est rentière. Elle a Ouais. certainement terminé son rôle historique. Donc, mais ça, ce sera un autre sujet. Merci beaucoup, mon Philippe.
Et Oui, merci et bonne soirée à vous, hein. à très vite. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.